Bien, on va passer maintenant à l'intervention d'Arthur Émile, qui va remonter dans le temps et basculer sur Paris intramuros. Bonjour à tout le monde. Merci à Arnaud et à Merci à Arnaud et à Rail Histoire pour l'organisation de cette table ronde qui s'inscrit dans le festival d'histoire environnementale du RUCH, qui est l'association de chercheurs universitaires en histoire environnementale, et qui déconcentre la plupart des événements un peu partout en France dans les prochains jours. Mais n'hésitez pas à vous renseigner aussi sur le programme. Alors, donc moi, mon travail de thèse, je suis à peu près à mi-chemin de mon travail de thèse, qui porte sur la pollution de l'air par le chemin de fer au temps de la vapeur, en France et en Angleterre. Et un des cas d'étude assez logique, des archives aussi, c'est Paris. Et donc aujourd'hui, on va en parler un petit peu. Alors, c'est peut-être un petit peu évident de dire que le motif de la vapeur, ça fume et ça pollue. Je pense que je ne vais pas apprendre grand-chose aux personnes ici présentes. Vous m'excusez pour la palissade. Par contre, c'est peut-être un petit peu moins évident de considérer que ça pouvait être déjà problématique à l'époque pour les contemporains de la pression vapeur. Ce qui peut s'expliquer par plusieurs choses, je ne vais pas détailler, mais ce qui concerne spécifiquement le train, on observe une ambiguïté dans les représentations, dans les discours sur le train, entre une profusion un peu durable entre vapeur et fumée. Ça, c'est un premier point sur lequel je voulais insister. Deuxièmement, il y a une forme de romantisation, d'esthétisation de la machine, on pourrait même parler de fétichisation de l'objet technique, qui s'observe déjà parallèlement au développement ferroviaire, mais qui prend évidemment une toute autre mesure au moment de la patrimonialisation de l'objet. C'est peu évident aussi de considérer que ça pouvait déjà être problématique pour les contemporains, parce que ça va un petit peu à l'inverse des idées reçues sur l'histoire ferroviaire et les débuts du train. Généralement, dans ce récit, on va cantonner les craintes, les résistances, les critiques au début du train, et on va souvent les réduire au mieux à des questions d'accoutumance à la technique. On se familiarise avec la technique, au début on a peur, et finalement on se rend compte que c'est super, si je résume un peu grossièrement. Et c'est dans ce récit, tout ce qui concerne les nuisances et les pollutions sont marginalisés. Donc face à ce constat, il me semble intéressant de repenser un petit peu la manière dont on fait l'histoire des attitudes sociales face au train, que je qualifierais de durablement ambivalentes et diverses, avec notamment des critiques récurrentes envers tout un cortège de nuisances de proximité, dans lequel la fumée occupe une place prééminente. En opérant ce déplacement du regard, il est possible de réévaluer la place des sensibilités aux nuisances dans les choix techniques et énergétiques portant sur le chemin de fer. On va prendre aujourd'hui l'exemple de Paris. Dans les années 1880 aux années 1930, ce qui correspond à l'âge d'or de ce que j'appellerais la locomotive à fumée. Donc la locomotive à fumée, ce n'est pas une expression qui est de moi, je l'emprunte à plusieurs journalistes autour de 1900. Mais il y a tout un tas de textes qui font référence un peu à la même idée, comme c'est le cas ici. Alors, je ne sais pas si vous pourrez bien lire, mais c'est un peu l'idée générale qui se dégage de la plupart des textes sur la cohabitation entre ville et chemin de fer à cette époque. C'est que la fumée des trains, c'est quelque chose d'une grande banalité à l'époque, c'est un motif très, très banal. On fume comme une locomotive plus souvent qu'on fume comme un pompier, par exemple. Oui, il y a cette idée que la saleté des voyages en train, la saleté des gares, la saleté des quartiers de gare, c'est un lieu commun, en quelque sorte. Et donc derrière l'expression la locomotive à fumer, il y a l'idée que la fumée des trains dérange, nuit, voire même pollue. Alors je précise quand même que le terme pollution dans son sens actuel apparaît progressivement à partir de la fin du XIXe siècle, mais l'idée en elle-même est tout à fait pensable bien avant l'apparition des locomotives à vapeur. Et donc, c'est pour cette raison d'ailleurs que dès les premières lignes de voyageurs, donc en France à partir de la fin des années 1830, il est formellement interdit aux locomotives de produire de la fumée. Et ça, je vous laisse mesurer un petit peu aussi cette information, puisque ça peut paraître un peu cocasse, mais il était interdit dans les premiers cahiers des charges aux trains de voyageurs de produire de la fumée. Je vais vous dire un exemple. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé à cette image de la locomotive à fumée malgré la prohibition? Voilà la question. Et avant d'entrer dans Paris, je vais donner quelques éléments de contexte quand même sur ce 19e siècle, qui est l'évolution, on va dire, de la perception de la fumée des locomotives.
Ce qu'il faut bien comprendre tout d'abord, c'est que cette fumée, elle change de nature sur la période. C'est-à-dire que la fumée des années 1840, c'est pas la même que celle des années 1880, c'est pas la même que celle des années 1920, etc. C'est jamais la même, mais il y a vraiment un changement important qui s'opère entre le milieu des années 1850 et la fin des années 1860 environ. C'est-à-dire que dans un premier temps, pour diminuer autant que possible la production de fumée des locomotives, ce qui est exigé donc par l'administration, on va recourir dans beaucoup de pays comme la France et l'Angleterre au coke comme combustible, qui est un produit dérivé de la houille, qui a été grosso modo purifié. On a retiré une grande partie des gaz, le gaz de ville, le gaz d'éclairage. Et ce coke produit moins de fumée, donc il est employé dans un premier temps. Après quoi, l'évolution des prix, après sur des prix du charbon, fait que la plupart des compagnies ferroviaires opèrent assez rapidement une substitution. Et ils vont utiliser du charbon cru, c'est comme ça qu'ils l'appellent, du charbon brut, qui produit beaucoup plus de fumée, une fumée beaucoup plus noire, beaucoup plus salissante, donc plus odorante aussi. Et ce qui va évidemment devenir beaucoup plus problématique à la fois pour les voyageurs, pour les riverains et également pour les travailleurs. Deuxième élément de contexte qui semble un peu plus évident, sur la période, l'activité ferroviaire se développe. Alors j'ai pris un chiffre, on pourrait en prendre d'autres, c'est celui du nombre de locomotives à vapeur en circulation en France, entre 1837 et 1937. Dans le même temps, ce qui est évidemment par hasard, on a un phénomène de densification urbaine à Paris, intramuros, donc à l'intérieur des fortifications, même d'autres choses qui se passent, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a vraiment ce co-développement assez logique entre ville et chemin de fer, qui fait qu'on a à la fois plus d'infrastructures ferroviaires qui s'étendent, on a plus de machines qui utilisent un charbon toujours moins qualitatif, et puis on a plus de voisins. Donc, ça peut expliquer aussi ce changement de perception de la fumée d'été. Locomotive plus puissante également. Deuxième élément, il y a sur la période une évolution des savoirs, des connaissances scientifiques sur l'air, sur la qualité de l'air. Donc les premières observations et les mesures de qualité de l'air à Paris, c'est les années 1870. Et à partir de 1900, le chemin de fer apparaît perçu de plus en plus souvent comme un contributeur important à un problème plus global de pollution urbaine, notamment dans l'entre-deux-guerres avec la multiplication des études portant sur la pollution atmosphérique. Dernièrement, les historiens et les historiennes observent sur tout le XIXe siècle et au-delà une évolution des sensibilités aux nuisances industrielles. Il n'y a pas d'explication, mais il faut déjà préciser que, évidemment, dans la ville, on a de plus en plus d'activités et de plus en plus de machines à vapeur, notamment, pas seulement. Ce qui est observé, c'est que les sensibilités à la fumée, mais aussi au bruit, viennent concurrencer progressivement le primat traditionnel de l'odeur parmi les plaintes que le voisinage adresse à l'industrie. En changeant des sensibilités, qui est aussi en relation avec l'évolution des savoirs, mais qui peut précéder la reconnaissance scientifique. On peut percevoir la fumée comme insalubre avant qu'elle soit reconnue comme insalubre. Toutes ces dynamiques, elles sont intriquées et elles s'observent en parallèle. Simplement, voilà, pour revenir à notre locomotive à fumée. Alors j'ai divisé le cas d'étude en deux parties, en deux séquences chronologiques. La première correspond à une phase de développement des tramways et des chemins de fer urbains à Paris. Et la seconde, donc après 1900, correspond à la multiplication des conflits portant une demande sociale d'électrification des lignes, notamment dans un contexte plus général de lutte contre les fumées urbaines. Alors tout d'abord, donc trois éléments qui caractérisent cette première séquence des années 1880-1900. La première, c'est qu'on a plusieurs projets de prolongation de lignes, de création de lignes même, et d'établissement de nouvelles gares à l'intérieur de Paris. Projets qui ne se font pas sans débat et sans contestation, que ce soit dans la sphère médiatique, dans la sphère politique, dans le cadre d'enquête publique, et puis également, on le voit ici à droite, un exemple de mobilisation politique associative, la Société des Amis des Monuments Parisiens, donc défenseurs du patrimoine monumental parisien, qui produisent en 1893 une brochure contre l'établissement d'une gare sur la place des Invalides, contre la mutilation de l'espace des Invalides, hashtag mutile Paris. Alors, je ne sais pas si on voit bien de loin, mais en haut à gauche de cette illustration d'ouverture, Albert Robida, le dessinateur qui a prêté son crayon, représente une vision un petit peu
catastrophique de quoi pourrait ressembler l'esplanade des Invalides avec une gare de vapeur où on la voit vomissant sa fumée dans le quartier. Effectivement, d'ailleurs, les riverains vont se plaindre ultérieurement de ces fumées. Deuxième point qui caractérise cette séquence, c'est l'essor des tramways mécaniques à Paris. On a déjà des tramways depuis longtemps, des tramways hypomobiles essentiellement, mais vraiment les années 1890-1900 se caractérisent par la multiplication des systèmes de traction et les alternatives techniques et énergétiques à la vapeur. Donc Paris, dans ce cadre-là, c'est vraiment un espace d'expérimentation important en termes de traction. Enfin, je vais également détailler la création du métropolitain, évidemment, qui est le sujet de multiples débats et de projets pendant toute cette fin de siècle. On va y revenir. D'abord, concernant les tramways, ça offre un bon exemple de la manière dont les sensibilités des riverains et des voyageurs sont prises en compte dans les projets de transport. Ils répondent tous à une même logique, qui est la diminution ou la suppression des nuisances ferroviaires, à la fois pour la tranquillité des riverains, pour le confort des voyageurs, mais également dans une perspective de partage de la voie publique avec le cheval, qui occupe encore une place très importante à Paris. Et donc, la réglementation veut que ces tramways ne produisent ni fumée, ni échappement de vapeur visible, ni bruit, ni escarbie, ni cendres, etc. Et donc, on va avoir une accumulation de systèmes qui vont venir s'installer à Paris. Donc la traction automobile ne disparaît pas, elle reste présente assez tard au début du XXe siècle. On a également des tramways à air comprimé, des tramways à vapeur, mais qui s'arrangent pour, on va dire, condenser les échappements de manière à ne produire que peu de pollution visible. On a différentes formes de traction électrique, on a des locomotives sans foyer, c'est-à-dire qu'embarque son eau chaude, sa vapeur l'eau chaude surchauffée, et donc sa vapeur. On peut en citer d'autres, mais on voit qu'ils répondent tous à cette même logique. Donc cette logique de mécanisation des tramways et d'implantation d'alternatives à la vapeur, évidemment, ce n'est pas sans poser d'autres problèmes. La fumée ne fait qu'être finalement concentrée dans des usines de production de la force motrice, des usines qui fonctionnent au charbon pour produire l'électricité ou l'air comprimé, ou chauffer la vapeur à l'eau. Donc ici, par exemple, à gauche, vous avez l'exemple d'usine électrique du métropolitain de Paris, donc, qui brûle du charbon ici pour fournir l'énergie au train. Et donc, évidemment, ça pose d'autres problèmes. Alors, on pourrait penser que la rationalisation de la combustion du charbon dans ces usines aurait pu diminuer sensiblement le volume de pollution, puisque c'est beaucoup plus facile de brûler du charbon dans une machine à vapeur fixe que dans une locomotive. Et la tentation, évidemment, elle est grande, encore une fois, pour les compagnies de recourir de fait à des combustibles beaucoup plus fumeux, moins chers et moins qualitatifs. Donc, au final, on peut s'interroger aussi sur la question de l'effet rebond de ce phénomène de mécanisation qui tente un petit peu d'éliminer des fumées sur le parcours, mais finalement qui peut les redistribuer ailleurs sur d'autres côtés. Si je vous raconte ça aussi, c'est parce que tous ces projets, toutes ces expérimentations qui ont lieu sur les tramways, elles viennent nourrir les débats autour du mode de traction du métropolitain de Paris. Donc donc le métropolitain, c'est un sujet, c'est un peu un serpent de mer depuis les années 1850 à Paris, qui s'installe plus durablement dans les débats locaux et nationaux à partir des années 1970, et qui se caractérise par beaucoup d'incertitudes et une opposition assez marquée entre d'une part l'État et les compagnies de chemin de fer qui veulent un métropolitain qui puisse être raccordé au réseau des grandes compagnies, et donc ça suppose que les locomotives à vapeur des grandes compagnies puissent y circuler. Et puis des projets municipaux qui voient plutôt d'un mauvais œil l'intrusion des grandes compagnies dans la capitale et qui vont essayer plutôt de penser des projets un peu anti-ferroviaires, de penser le système comme ne pouvant pas accueillir des locomotives à vapeur ordinaires sur les voies. Donc on a deux questions ici. Donc, première question, la nature du chemin de fer, métropolitain, est-ce qu'il est d'intérêt général ou d'intérêt local, qui évidemment conditionne le type de machine qu'on peut y employer ou pas. Et la deuxième question, c'est la question du tracé. Le métro doit-il être souterrain, aérien, en tranchée, ouverte, à niveau, etc. Et ici également, le choix du tracé contribue à déterminer les modes de traction possibles ou souhaitables.
Par exemple, dans le cas d'un métropolitain souterrain, on imagine qu'il faut des dépenses en ventilation plus importantes, voire penser à un système alternatif qui produise moins, peu de fumée, peu de vapeur, peu de gaz dans ces espaces difficiles à ventiler. Si au contraire on pense à un métropolitain aérien, alors là le principal problème c'est le coût des expropriations dans le cas de Paris, hein, mais également la tranquillité du voisinage et d'éventuelles indemnités qu'il y aurait à payer aux propriétaires qui verraient leur bien être dévalué de fait par la proximité d'une activité industrielle de leur propriété. Donc le choix de traction se trouve pris entre plein d'enjeux différents, mais ce qu'on remarque à l'aune des débats dans les conseils municipaux, la Chambre des députés, c'est que la sensibilité des riverains et des voyageurs à ces nuisances, elle est bien prise en compte. Sensibilité esthétique, mieux connue, donc des figurations de Paris, etc. Sensibilité aux fumées, sensibilité au bruit, aux odeurs, ou encore dans le cas souterrain, au manque d'air et de lumière, à l'humidité, etc. C'est aussi des considérations économiques. Il faut bien penser que ce métropolitain doit trouver son public. Hein. Donc si les voyageurs ont le choix entre plusieurs modes de transport et que les conditions ne sont pas réunies, la crainte est qu'ils ne viennent pas suffisamment nombreux dans ce métropolitain. Et il y a plusieurs exemples repoussoirs qui expliquent que l'attraction de vapeur ne soit pas imposée facilement, sans pour autant être rejetée pour les raisons déjà évoquées. Dans le cas du métropolitain souterrain, il y a l'exemple, ici vous voyez à droite, du métropolitain de Londres, qui jusqu'au début des années 1900 est un métropolitain à vapeur, et qui est réputé, qui est qualifié unanimement, quasiment, que ce soit par les Britanniques ou par les Français, de souterrain insalubre, hein, qui pose beaucoup de problèmes d'aération. Et dans le cas du métropolitain aérien, c'est celui de New York, qui fait figure de repoussoir, ce qui provoque beaucoup de plaintes de voisinage. Et on le voit ici dans cette image à gauche, alors je ne sais pas si on la voit bien, c'est une gravure de 1910, mais qui illustre une nouvelle de François Coppée écrite en 1882. Très longtemps, dans l'imaginaire collectif, le métropolitain de Paris, c'est un métropolitain à vapeur. Ici, c'est une présentation d'une actrice qui joue le rôle du métropolitain, son gorille, et je ne sais pas si vous voyez bien, mais sa coiffe est une locomotive à vapeur. On a mis une plume sur une locomotive pour figurer la fumée ou la vapeur. Et jusqu'au milieu des années 1890, on a des projets à vapeur qui cohabitent avec d'autres projets alternatifs, hein, mais notamment le projet Eiffel, au milieu des années 1890, c'est la compagnie des chemins de fer du Nord qui exploite des locomotives à vapeur capables, je cite, de retenir leur respiration quand on a traversé des souterrains. Ce qui était déjà censé être le cas à Londres, et on voit ici une représentation qui illustre bien le fait que c'était loin d'être évident. Alors on a un exemple de ce qu'aurait pu être un métropolitain à vapeur à Paris, c'est le prolongement de la ligne de Sceaux. Depuis la place d'Enfer Rochereau jusqu'au Luxembourg, section qui a été inaugurée en 1895, c'est une section d'actuel RER B, et qui est pensée en souterrain. Donc, on le voit ici à l'angle de la rue Gay-Lussac et du boulevard Saint-Michel. Donc, pour cette prolongation en souterrain, la compagnie du Paris-Orléans va voir un petit peu les choses en grand, elle va pas léger sur les moyens pour assurer le confort des voyageurs. On va avoir des locomotives sans fumée, ou en tout cas qui essaient de produire le moins de fumée possible. On va avoir des ventilateurs mécaniques, on va avoir une cheminée d'évacuation, je vais vous faire une image de et bon, les riverains, quant à eux, doivent subir un petit peu l'évacuation des fumées en dehors du souterrain, hein, parce qu'évidemment la question des fumées dans les souterrains ne concerne pas que les voyageurs, il faut bien les évacuer quelque part. Ici, on les évacuait sur la voie publique, on avait des évents qui ponctuaient, qui jalonnaient le parcours du Luxembourg à l'Observatoire de Paris, avec une tentative d'insertion dans l'espace urbain parisien, avec cette forme de kiosque qui rappelle un peu le mobilier urbain parisien. Alors ça ne marche pas du tout. Dès l'ouverture de la ligne, en fait, les voyageurs et les riverains se plaignent des fumées et des conditions d'exploitation. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est que le résultat est assez décevant, et ça va même constituer un repoussoir supplémentaire pour l'idée d'un métropolitain souterrain exploité à la vapeur. Donc, dès le début du XXe siècle, on demande l'électrification de la ligne, et c'est des plaintes qui vont durer jusqu'à l'électrification de la section à la fin des années 1930, à un moment où on va céder cette section au Conseil général de la Seine, cette ligne plutôt, et la raccorder au métropolitain. Donc on a deux salles, deux ambiances. Ici, d'un côté, on va avoir le métropolitain parisien électrique, très propre, dont la presse salue énormément la propreté à son ouverture, qu'on se plaît à comparer à la saleté du métro de Londres, par chauvinisme.
Et puis on a ce souterrain, cette portion souterraine de la ligne de Sceaux qui est vraiment décriée par tout le monde. Voilà pour le métro. Alors pour se rendre compte un petit peu de l'emprise du chemin de fer à Paris en 1900, c'est pas une carte que j'ai réalisée, j'ai emprunté à la place historique de Paris, un site. Il faudrait enlever mentalement le plongeon de Austerlitz à Orsay, mais sinon tout ça c'est des installations et des infrastructures qui relèvent de l'exploitation de vapeur. Donc on voit déjà que c'est une emprise assez importante dans la ville. Ces lignes de ceinture, lignes de Vincennes, les lignes de pénétration évidemment des grandes gares, lignes de Sceaux, etc. lignes des Invalides. Il faut imaginer qu'au-delà de ces infrastructures, évidemment, les nuisances, elles représentent une influence beaucoup plus importante. Les fumées débordent dans les rues, dans les quartiers environnants, et en viennent représenter quelque chose de finalement qui n'épargne pas beaucoup de quartiers. Les quartiers centraux s'en plaignent, parce que les fumées ne sont pas toujours à leur place. J'en viens à la deuxième séquence qui correspond au moment où la faction électrique se concrétise déjà avec le métropolitain, avec le prolongement d'Austerlitz à Orsay, puis assez rapidement par quelques premières électrifications de lignes de banlieue, comme la section de Paris à Juvisy ou encore une des Invalides de Versailles. Donc l'électricité se concrétise, devient une solution tangible au problème des fumées. Et donc dans les argumentaires en faveur de l'électrification, assez systématiquement, on va retrouver la suppression des fumées pour des questions de confort et de salubrité. Ce n'est pas la première raison de l'électrification, évidemment, et c'est un argument qui revient systématiquement dans les argumentaires. Ça c'est intéressant de souligner. Donc on pourrait définir cette séquence comme celle d'une attente, d'une impatience de la population face à la très lente progression de l'électrification. Une période pendant laquelle les conflits entre la ville et le chemin de fer, au regard des fumées, se multiplient, s'intensifient et deviennent de plus en plus visibles. Ces tensions sont accentuées d'une part par cette perception d'une solution à portée de main. Donc, évidemment, on jalouse les premiers servis par l'électrification. Ce sont généralement les quartiers plutôt situés à l'ouest de Paris. D'autre part, il y a une intensification des fumées qui se poursuit, avec notamment des événements un peu extérieurs, mais suite à la Première Guerre mondiale, on a une pénurie de charbon, donc on a recours à un charbon de moindre qualité sur les lignes ferroviaires. Et puis, on a un contexte plus général de lutte contre les fumées urbaines. Et on voit ici à droite, alors, on peut contester un petit peu les effets de cette nouvelle réglementation qui visait à supprimer les fumées industrielles en ville, mais il y a quand même quelques effets. Il y a un éloignement de certaines usines polluantes ou un passage de la houille au coke. On revient au coke dans certaines usines pour produire moins de fumée. Donc, dans ce contexte-là, le chemin de fer devient de manière un peu plus évidente identifié comme un contributeur important à un problème global de pollution urbaine et donc de santé publique. Alors, les acteurs de ces conflits de voisinage et leur marge de manœuvre, comment ils se plaignent, comment ils peuvent agir sur cette pollution. Déjà, je dirais que leurs marges de manœuvre sont très faibles, donc les compagnies sont assez puissantes. En l'absence de dommages matériels, il est quand même assez difficile de porter plainte. Donc, on va dire la manière la plus commune d'agir quand on est riverain, ça va être la pétition, la réclamation sous forme écrite, qui est déjà bien implantée depuis l'Ancien Régime, avec une petite différence, évidemment, selon qu'on soit propriétaire, qu'on bénéficie d'un certain capital économique et social ou simple locataire. Les propriétaires n'hésitent pas trop à se sentir légitimes à se plaindre, à interpeller directement les directeurs de compagnie, le député du coin, le sénateur, les autorités, etc. Ils vont même parfois publier des tribunes dans la presse. On voit ici un exemple c'est un riverain de la franchise des Batignolles qui se plaint, 2 fois de suite d'ailleurs, à Saint-Denis-de-Intervalle. Les locataires, eux, vont un peu plus souvent se regrouper et co-signer des pétitions collectives. J'ai mis ici un exemple, ça peut devenir plusieurs centaines de signataires quand même. Et leurs doléances sont parfois relayées par la presse locale et par les élus locaux, qui se font donc aussi l'écho par là des préoccupations de leurs lecteurs. Je disais, un sujet pris en compte par les élus. On voit ici que le problème des fumées, le problème de voisinage causé par les fumées ferroviaires, c'est un sujet assez récurrent dans les séances du conseil municipal de Paris. Dans un premier temps, il s'agit surtout, pour la partie orangée, de débats concernant le mode de traction du métropolitain.
Et ensuite, on va avoir des interventions qui concernent davantage avec les questions de salubrité de l'air, les pollutions atmosphériques urbaines, et puis pas mal d'interpellations spécifiques au chemin de fer urbain. Et assez rapidement, on va demander l'électrification des lignes. Ça va être une demande très récurrente. Chaque année, presque, on a un élu qui demande l'électrification, le conseil municipal dépose un vœu, etc., qui reste lettre morte. Dès 1897, le député socialiste Victor Dejean demande l'électrification des lignes à Paris, dans le cadre des débats sur le prolongement de la gare d'Austerlitz à Orsay. Et on voit ici, on le devine ici, il motive cette demande d'électrification à la fois par le confort des riverains, mais également pour des questions d'hygiène et de salubrité publique. Et c'est sous cette forme-là que la question va revenir assez régulièrement jusqu'à l'électrification effective des lignes, qui, on l'a un peu déjà dit, pour certaines lignes, elle n'intervient que dans les années 60, plutôt par la disparition des dernières lignes de vapeur des années 60, c'est la ligne de Vincennes, qui sur sa section parisienne, exploitait des locomotives à vapeur jusqu'à la fin, des années 60. Donc, sensibilité prise en compte par la presse également, qui se fait le relais des doléances des riverains. C'est un sujet assez récurrent également, et qui porte souvent une demande d'électrification. Ça représente environ un article sur 3 concernant les fumées ferroviaires. À partir de 1900, on va demander l'électrification. Alors, soit c'est le journaliste lui-même qui le demande, soit il se fait le relais d'un acteur tiers. Voilà, donc les deux élus presse jouent un rôle important dans vraiment peser aussi sur les débats politiques et techniques. Ça va souvent aboutir à des vœux au conseil municipal, qui, je l'ai dit, reste lettre morte souvent pour des raisons financières, mais il y a quand même un consensus global. C'est des élus qui viennent de tous bords politiques. Parler des sensibilités de manière un petit peu moins abstraite, on peut s'intéresser aux mots qui sont employés pour désigner la fumée dans la presse. Donc les mots des journalistes se confondent un peu avec ceux des plaignants, mais globalement ce sont les mêmes. Alors ce n'est pas des termes toujours très spontanés, parce qu'on essaie aussi de coller à des catégorisations administratives et juridiques, notamment pour légitimer sa plainte. Par exemple, ici on voit en orangé que la fumée est qualifiée de noire et épaisse, donc la matérialité de la fumée correspond en fait à la définition d'une fumée illégale. À partir de la fin du 19e siècle à Paris, la fumée illégale, c'est la fumée noire et épaisse. On peut aussi interroger ces mots qui sont utilisés. Et si on suit un petit peu les mots en vert, donc si on veut un petit peu qualifier cette fumée, c'est un inconvénient. Elle salit, ou elle noircit, elle asphyxie ou elle empoisonne, elle incommode, elle empuantit. Les riverains se plaignent notamment de l'âcreté de la fumée, si on veut qualifier cette odeur de la fumée de houille. Donc des considérations à la fois d'hygiène, relatives plutôt au confort et au bien-être, ou des considérations même esthétiques aussi, il faut le dire. Alors, toutes les infrastructures ferroviaires provoquent des plaintes. Il y a évidemment des zones qui sont plus touchées que les autres. Il y a des infrastructures plus problématiques, notamment les rotondes, les dépôts de locomotives qui sont situés à proximité des gares. Donc ça, c'est un point très sensible de cohabitation pour la ville des chemins de fer. Les gares, évidemment, plutôt derrière, plutôt les voisins qui habitent, on va dire, projet des faisceaux de voies qui mènent aux gares, donc plutôt derrière les gares que devant les gares. Également les voisins des tranchées ouvertes, qui correspondent souvent à ces faisceaux de voies. Donc voilà, des zones un peu plus sensibles que d'autres, et des quartiers un peu plus visibles que d'autres dans les plaintes, qui est lié aussi à des types de voisinage particuliers. Donc les quartiers de l'Ouest, les Parisiens, se plaignent davantage. Leurs plaintes sont plus visibles que celles des riverains du quartier de la Goutte d'Or ou de la Chapelle, pour je pense que vous comprendrez. Et c'est surtout à travers les élus et les médias finalement qu'on a accès à ces sensibilités-là. On voit que le problème était partout le même. Je dis partout le même, non seulement à Paris, mais dans toutes les grandes villes, en France, en Angleterre, etc. Donc une nuisance de proximité est également, je l'ai dit déjà, identifiée comme un contributeur à un problème plus global de pollution urbaine. Et notamment dans les études de ces fameux brouillards parisiens, qu'on pourrait qualifier de smog, c'est un mot que vous connaissez, qui apparaît un peu plus tard en Angleterre. Mais c'est ça dont il s'agit. D'ailleurs, il y a des comparaisons qui sont faites entre Londres et Paris. Paris qui reste beaucoup moins pollué que Londres, évidemment.
mais néanmoins Paris a ses brouillards, comme Londres a ses brouillards. Et donc on va essayer de les analyser, d'identifier les causes et des moyens de résoudre le problème. Les quartiers de gare et les chemins de fer de manière générale dans ce contexte est souvent mentionné parmi les contributeurs. Donc on décrit ces ambiances ferroviaires très brumeuses dans la ville, le quartier de Saint-Lazare notamment revient assez souvent. Voilà, brouillard sur la gare, brouillard sur la ville, vapeur sur la ville. Voilà. C'est beaucoup d'articles dans l'entre-deux-guerres portent sur ces questions-là. Donc finalement, évidemment, le problème n'est jamais vraiment résolu. Je n'ai pas trop parlé des solutions. Alors il y a des solutions qui sont employées, qui sont expérimentées pour essayer de diminuer, de supprimer la fumée des trains. Elles ne donnent pas vraiment satisfaction, les gens n'ont pas trop parlé. Et c'est finalement l'électrification ou la suppression des lignes qui supprime la nuisance de fait. Pour conclure un peu rapidement, je dirais deux choses. Déjà, donc ici, je cherche à mettre en visibilité la pollution par rapport au vecteur énergétique, donc la fumée face à la vapeur. Ce qui permet un petit peu de prendre un peu de distance avec un objet assez mythique, assez mythifié, qui incarne toujours beaucoup d'industrialisation aujourd'hui. Et ce que j'en retiendrai, c'est que le chemin de fer était tant associé aux bénéfices perçus qu'aux inconvénients perçus de la modernité industrielle. C'est une source de pollution parmi d'autres, mais néanmoins qui exprime ces nuisances de manière peut-être plus directe que celle d'une usine en ce qui concerne la fumée. Il n'y a pas de haute cheminée pour tenter de l'éloigner ou d'en faciliter la dispersion. Je n'ai pas d'estimation précise de ce qu'a pu représenter cette pollution d'un point de vue quantitatif, mais on pourrait donner peut-être deux informations. La première, c'est que dans les pays occidentaux, le chemin de fer a représenté entre 10 et 20% de la consommation nationale de charbon entre la fin du 19e et le début du 20e siècle. C'est quand même une activité fortement consommatrice. Deuxième information, le rendement d'une locomotive à vapeur atteint péniblement 5%, 5 à 7%, contre environ 40% aujourd'hui pour un moteur à combustion interne, je crois. Donc une machine extrêmement peu efficace, encore moins efficace qu'une machine à vapeur fixe, qui même n'est pas très efficace. Donc une quantité assez affolante de charbon consommé, et finalement de manière peu efficace. Et pour terminer, peut-être pour accrocher un petit peu avec le sujet de la table ronde, je vais essayer de... c'est un exercice un petit peu vain, mais si on devait dater le début de la construction d'une image écologique du train, je dirais 1960. Alors pourquoi 1960 ? En 1960, donc on est bien engagé sur l'abandon de la traction de vapeur. Le secrétaire ingénieur en chef matériel et traction de la SNCF est invité par l'Association pour la prévention de la pollution atmosphérique à son congrès national de la prévention pour la pollution atmosphérique. Les ingénieurs acceptent, il va y évoquer, je cite, les efforts entrepris par la SNCF afin de diminuer la fumivorité des locomotives à vapeur et des installations. Lapsus révélateur. L'année précédente, de côté de la Manche, la British Transport Commission participait pour la toute première fois à une Smoke Abatement Exhibition. C'est une exposition des moyens de lutte contre la fumée en ville. Pas la moindre, c'était le jubilé de diamant de la National Society for Clean Air, qui est la principale association britannique qui ont lutter contre la pollution de l'air. Donc, dans les deux cas, on observe le même renversement. Une industrie qui a très récemment encore pointé du doigt pour sa contribution à la pollution atmosphérique urbaine. Les principaux acteurs ferroviaires se positionnent en tant qu'acteurs, en tant que partie prenante d'un mouvement social visant à l'amélioration de la qualité de l'air. C'est assez intéressant de voir avec quelle rapidité ce positionnement se fait. Donc, je vais arrêter là. Merci beaucoup. Alors, de même, s'il y a quelques questions de précision. J'en ai une rapide sur le diesel. Voilà, il n'est pas du tout apparu. Comment est-ce qu'il fait sa voix là-dedans ? Il fait sa voix là-dedans. C'est une solution qui apparaît surtout dans fin des années 1910, début des années 1920, avec une expérimentation assez réussie, qui porte beaucoup d'espoir par rapport à ce diesel. C'est surtout des raisons économiques qui vont faire que l'électrification va être un peu retardée. Parce que le diesel, ça coûte un petit peu cher à importer. Et contrairement au charbon, il est taxé à l'entrée de la ville.
Il y a des questions économiques en fait, à ce retard du diesel dans la vie. Et effectivement, je n'en ai pas beaucoup parlé. Ça pose d'autres problèmes. Le diesel, évidemment, c'est partie des solutions qui posent d'autres problèmes, d'émissions polluantes, de particules fines. Qui sont décriées dès ses débuts également. Hein, c'est un peu un serpent de mer qui est la fumée qui prend d'autres formes. L'électrification des lignes ne résout pas tout. L'électrification, alors je préfère généralement parler de diesel et d'électrification. C'est un bon point à rappeler. Merci.